Pendant près de 20 ans, une brasserie poussiéreuse aux portes de Kumsiliga semblait condamnée à la rouille, à l'oubli et au silence. Puis, en moins de 2 ans, SN Brafaso est passé du statut de friche industrielle à symbole flamboyant d'un Burkina Faso qui revendique désormais sa souveraineté économique. Comment comprendre pour l'Afrique entière ce retournement express porté par la vision d'Ibrahim Traoré alors que tant d'usines du continent restent encore à l'arrêt? Dans le bruit des machines relancées, c'est toute l'idée d'indépendance industrielle africaine qui se remet enfin à parler haut. À première vue, l'inauguration de SN Brafaso pourrait n'être qu'une étape industrielle de plus dans le paysage économique burkinabé. Pourtant, derrière cette réouverture se joue un enjeu bien plus large, celui de prouver qu'un pays longtemps freiné par des dépendances extérieures peut, par sa seule volonté collective, remodeler sa trajectoire productive. Le bénéfice attendu est clair, rétablir une capacité industrielle stable et souveraine, mais cette ambition vient aussi avec un risque. La renaissance de Brafaso deviendra-t-elle un moteur durable ou un symbole isolé dans un environnement encore traversé par des pressions économiques, politiques et logistiques? L'enjeu touche à la crédibilité même du modèle présenté dans le discours officiel. Faire de l'industrie un pilier d'autonomie, réduire les importations de boissons, valoriser les matières premières locales et créer des emplois qui irriguent tout un territoire. Et voici la question qui surgit comme un micro-hook. Si cette usine réussit durablement, qu'est-ce que cela obligera les sceptiques à reconsidérer? Car au-delà d'un bâtiment remis en fonction, c'est la possibilité d'un renversement complet de dynamique qui se dessine. La première révélation frappante tient dans la vitesse de la renaissance. Entre le lancement officiel des travaux de réhabilitation le 4 mars 2024 et l'ouverture solennelle du 25 novembre 2025, moins de 2 ans ont suffi pour transformer ce qui ressemblait à une ruine industrielle en une unité opérationnelle. La seconde révélation concerne l'ampleur, plus de 600 000 hectolitres de capacité annuelle annoncée pour la branche brassicole, un volume qui replace immédiatement SN Brafaso dans l'espace économique régional. Ces deux éléments pris ensemble dévoilent un basculement rarement observé dans un pays longtemps confronté aux obstacles logistiques, financiers et politiques. Pour comprendre la portée réelle de cette résurrection, il faut revenir brièvement sur la trajectoire chaotique du site, créé en 1984 sous le nom de Brafaso. L'entreprise s'est heurtée à des difficultés récurrentes qui ont entraîné sa fermeture en 2008. 4 ans plus tard, en 2012, l'État a racheté les infrastructures pour plus de 40 milliards de francs CFA avec l'espoir de relancer la production. Mais les tensions avec des acteurs multinationaux, les limites de financement et les intérêts contraires ont fini par laisser les machines à l'arrêt durant 13 longues années. C'est seulement après cette période de latence que des instructions fermes ont été émises pour une remise en service accélérée, instruction attribuée à Ibrahim Traoré, dont le discours officiel insistait sur l'urgence d'agir et la nécessité de rendre possible ce qui semblait impossible. Le repositionnement de SN Brafaso s'inscrit par ailleurs dans une dynamique plus large, l'ouverture de nouvelles unités industrielles à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Banfora, Kagampela, Pabré, Lango ou encore Yako. Le message transmis est que la souveraineté économique ne repose pas sur un geste symbolique, mais sur une chaîne d'actes concrets qui visent à réduire les dépendances, valoriser les matières premières locales et affirmer une capacité nationale de production. C'est cette cohérence qui permet de comprendre pourquoi la réouverture de Brafaso ne se limite pas à un simple fait divers industriel, mais à une pièce clé d'une stratégie plus large. Dès les premières heures de la cérémonie, une figure centrale émerge, celle du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, porte-voix méthodique d'un projet porté depuis plus d'une décennie par les institutions publiques. Son rôle est clé. Expliquer devant les invités et les responsables régionaux comment une infrastructure longtemps paralysée a pu retrouver un rythme industriel crédible. Il met l'accent sur la mobilisation populaire de la région du Kadiogo et de la commune de Kumsiliga, un signe
interprété comme l'indicateur précoce d'un soutien collectif à la relance productive. Un premier micro-cas illustre cette dynamique, celui des équipes techniques mobilisées pour la réhabilitation. Selon le discours officiel, les travaux se sont déroulés jour et nuit entre la Chine et le Burkina Faso, une coordination inhabituelle dans un contexte où les chantiers industriels sont souvent freinés par les lenteurs administratives ou les ruptures logistiques. Le simple fait que les machines soient prêtes à redémarrer dans un délai aussi resserré devient un marqueur de faisabilité nouvelle. Un deuxième micro-cas apparaît dans l'énumération des localités déjà concernées par des projets industriels parallèles: Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, Kagampela, Pabré, Lango ou Yako. Cette dispersion géographique crée un effet domino. Plus les unités se multiplient, plus les acteurs locaux, architectes, ingénieurs, superviseurs, ouvriers, voient leur expertise valorisée et réemployée ailleurs, consolidant un écosystème encore fragile. L'enjeu s'esquisse ainsi clairement. Si les premiers signaux se confirment, alors la renaissance de SN Brafaso pourrait devenir un vecteur d'entraînement pour d'autres secteurs productifs. Tout commence par une rupture nette: la décision d'ordonner la réhabilitation immédiate d'une unité industrielle considérée comme perdue depuis 17 ans. Le site, acheté par l'État en 2012 après la fermeture de 2008, était demeuré immobile, lesté par les oppositions silencieuses, les manœuvres impérialistes et l'inaction technique. L'ordre donné ensuite marque le véritable déclencheur. Selon le discours officiel, les instructions exigeaient une remise en service dans un délai court, un impératif qui brise l'inertie accumulée. Ce moment devient le point d'ancrage d'une chaîne d'action. L'étape suivante se fixe le 4 mars 2024, date du lancement officiel des travaux de réhabilitation. Le contrat est signé avec des partenaires sincères, expression utilisée pour souligner l'absence de financement extérieur conflictuel. À partir de là, le récit insiste sur un rythme soutenu. Les équipes travaillent de jour comme de nuit. En Chine comme au Burkina Faso, une cadence rare dans le contexte industriel local. La logique est simple: réduire au maximum la durée de remise en opération pour pouvoir présenter un résultat tangible avant la fin de l'année suivante. Une transition importante survient le 31 décembre 2024 lorsque le Conseil des ministres valide officiellement la création juridique de la société SN Brafaso. Cette formalisation donne au projet un statut clair, encadré et reconnu, ce qui permet d'accélérer les phases finales. La communication institutionnelle présente cet acte comme un jalon déterminant car il apporte la structure administrative nécessaire pour passer de la réhabilitation à l'exploitation réelle. Puis la chronologie se tourne vers le 25 novembre 2025, date annoncée de l'inauguration solennelle. Le récit décrit ce moment comme l'achèvement d'un cycle et la preuve qu'un site mort peut retrouver vie. La capacité brassicole annoncée, plus de 600 000 hectolitres par an, sert de point focal pour illustrer l'ampleur du retour. Les deux produits phares, Brafort et Brafaso, incarnent cette renaissance, tandis que des boissons non alcoolisées sont promises à moyen terme. Les discours officiels soulignent que tout cela est financé sans crédit externe, une affirmation utilisée pour renforcer l'idée d'autonomie. Le point culminant du déroulé met en avant la figure d'Ibrahim Traoré, présenté comme le décideur ayant impulsé le changement de rythme et la volonté de transformer l'impossible en possible. Cette personnification marque le sommet narratif du climax. L'inauguration n'est pas décrite comme un succès technique, mais comme la validation d'une orientation politique centrée sur la souveraineté. Vient ensuite la phase d'après-coup, les remerciements adressés aux ingénieurs, aux ouvriers, aux architectes, aux institutions et aux populations. Ils servent à sceller l'idée d'un effort collectif et d'un sacrifice partagé. À cela s'ajoute un message de vigilance. Pour assurer la durabilité du site, la direction de SN Brafaso est appelée à faire preuve de professionnalisme, de patriotisme et de rigueur pour garantir la compétitivité et la conformité réglementaire. L'inauguration se transforme ainsi en point de départ plutôt qu'en conclusion. La comparaison entre l'état initial du site et sa situation actuelle offre un premier repère quantitatif clair. La brasserie renaissante s'affiche aujourd'hui avec une capacité annoncée de plus de 600 000 hectolitres par an pour sa division brassicole, alors qu'elle ne produisait plus rien depuis près de 2 décennies. Ce chiffre marque un delta considérable par rapport à un niveau de production nul et il sert dans le discours
officielle de preuves concrètes de la reconversion réussie. Cette valeur illustre l'ampleur du saut entre inertie totale et activité industrielle soutenue. La deuxième donnée chiffrée concerne le coût global de la réhabilitation, évalué à environ 17,9 milliards de francs CFA, comprenant les équipements d'une valeur d'environ 9 milliards et les infrastructures estimées à 8,9 milliards. Le contraste avec les années d'immobilisme qui ont précédé renforce l'idée que cet investissement massif constitue à la fois un engagement financier et une prise de position stratégique. Ce montant reflète l'effort combiné d'équipements complets et de reconstruction lourde. Un troisième repère quantitatif apparaît dans la chronologie. Le calendrier s'étend du lancement officiel des travaux le 4 mars 2024 jusqu'à l'inauguration du 25 novembre 2025, soit environ 1 an et 8 mois de réhabilitation accélérée. Ce laps de temps est présenté comme exceptionnel dans un contexte où les chantiers industriels durent bien souvent beaucoup plus longtemps en raison d'obstacles administratifs et logistiques. Cette durée condensée met en relief la volonté d'atteindre un résultat rapide et visible. Ces trois chiffres, mis en relation avec la situation initiale, forment la base du cadrage baseline delta revendiqué dans la communication officielle. Le saut de 0 à plusieurs centaines de milliers d'hectolitres constitue la démonstration d'un changement d'échelle. L'engagement financier de près de 18 milliards de francs CFA montre l'effort que l'État a consenti pour convertir un site abandonné en un acteur industriel opérationnel. Enfin, la durée resserrée des travaux offre une mesure temporelle permettant de matérialiser la volonté politique d'accélération, mais l'essentiel des preuves ne réside pas uniquement dans ces trois valeurs. Le discours officiel insiste sur l'ensemble des mécanismes qui ont accompagné cette transformation, la mobilisation d'équipes locales et internationales, la coordination continue entre plusieurs sites de production d'équipements, la réactivation d'un réseau logistique longtemps laissé en sommeil, ainsi que la nécessité pour la nouvelle direction d'adopter une gestion rigoureuse. Chacune de ces composantes ajoute une nuance au tableau quantitatif. La quantité n'est pas présentée comme autonome, mais comme la traduction d'un climat d'exécution particulièrement discipliné. Dans cette logique, les chiffres ne servent pas seulement à prouver que l'usine fonctionne, ils cherchent aussi à asseoir l'idée que la souveraineté industrielle peut se mesurer par sa capacité à transformer une infrastructure arrêtée en un levier économique tangible. Le message associé est que la renaissance du site n'est pas un événement ponctuel, mais un indicateur de ce que pourrait devenir un modèle productif indépendant des influences extérieures. Ainsi, baseline et delta s'articulent pour dessiner une trajectoire où la performance concrète renforce la légitimité d'un choix politique assumé. La première thèse soutenue par plusieurs voix critiques affirme qu'une réouverture, telle que celle de SN Brafaso, ne peut être qu'un exercice de communication. Selon cette perspective, relancer une usine fermée depuis 2008 représenterait une opération essentiellement symbolique, une vitrine destinée à projeter une image volontariste sans garantir la solidité technique ou économique de l'ensemble. Les sceptiques insistent sur les obstacles structurels, les difficultés d'approvisionnement, la concurrence internationale et les précédents échecs liés à des tentatives antérieures de redémarrage industriel. Pour eux, sans réforme profonde du tissu productif, une telle inauguration risque de n'être qu'un épisode spectaculaire mais isolé. Une seconde thèse existe pourtant, bien plus favorable, et elle s'appuie sur les éléments mis en avant dans les discours officiels. Cette position défend l'idée que la réhabilitation de SN Brafaso constitue une preuve concrète qu'un retournement industriel est sain possible dès lors que les institutions se mobilisent et qu'une ligne directrice claire est fixée. Les acteurs institutionnels cités parlent d'une mobilisation populaire dans la région du Kadiogo, d'une coordination technique continue entre la Chine et le Burkina Faso et d'un travail mené sans relâche pour réduire les délais. Dans cette lecture, l'inauguration n'est pas un symbole, mais la démonstration qu'une volonté politique ferme peut compenser les inerties anciennes. La réponse aux deux thèses repose sur la seule base commune à toutes les interprétations, les faits rapportés dans le discours. Celui-ci insiste à plusieurs reprises sur trois éléments tangibles. D'abord, l'usine renaît après 17 années d'arrêt, un constat difficile à contester. Ensuite, le financement revendiqué est intégralement interne, ce qui élimine l'argument d'une dépendance au circuit
extérieure. Enfin, la capacité annoncée de plus de 600 000 hectolitres par an présente un objectif mesurable dont l'atteinte ou l'échec fournira une évaluation future claire. Ainsi, sans invalider les réserves ni sanctifier l'enthousiasme, la synthèse des deux thèses montre que l'enjeu ne réside pas dans le discours, mais dans la performance que les prochains mois devront confirmer. Pour marquer un changement de ton, la cérémonie atteint son milieu lorsqu'un changement de ton s'installe. Après les discours institutionnels se glisse une intervention artistique inattendue, celle du slammer Sawad Gouli HDV. Sa présence transforme le récit industriel en une scène chargée d'émotions, mêlant mémoire critique et affirmation souveraine. L'usine n'est plus présentée comme un simple outil productif, mais comme un symbole ressuscité, un espace que l'on croyait enterré sous 17 années de coma et que l'on ramène à la vie. Le slammer évoque un mort que l'on aurait voulu oublier, un symbole brisé par des forces extérieures, un héritage volontairement éteint. Son propos crée une rupture. Il rappelle que Brafaso n'a pas seulement été abandonnée, mais qu'elle a été combattue, ciblée par ceux qui voyaient dans cette usine un risque pour leurs intérêts. Le geste de résurrection devient alors un acte politique mis en lumière par sa voix. Dans cette scène, la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît comme moteur du renversement. Le slammer attribue à cette impulsion la capacité de faire revenir à la vie ce que beaucoup avaient jugé impossible à relever. La moitié du récit s'illumine aussitôt. L'inauguration cesse d'être un aboutissement pour devenir l'affirmation qu'une trajectoire peut changer lorsqu'une vision s'impose au-dessus des obstacles. Pour décrire l'impact sur l'État pour les institutions publiques, la réouverture de SN Brafaso représente un levier stratégique. Elle offre d'abord une preuve concrète que les investissements directs de l'État, près de 18 milliards de francs CFA mobilisés pour équipements et infrastructures, peuvent produire un résultat mesurable après des années d'immobilisme. Elle fournit ensuite un outil de souveraineté économique. La réduction des importations de boissons et le renforcement d'une production nationale donnent à l'administration une marge de manœuvre accrue face aux fluctuations extérieures. Enfin, elle renforce la crédibilité du choix politique porté par l'exécutif, notamment dans la continuité du discours qui valorise l'autonomie productive. Pour décrire l'impact sur les entreprises, pour le tissu économique, SN Brafaso devient une source d'opportunités directes et indirectes. La chaîne brassicole mobilise fournisseurs, transporteurs, superviseurs, techniciens et entreprises de transformation, créant une dynamique locale que l'on n'observait plus depuis la fermeture initiale de 2008. La perspective d'une production régulière de boissons stimule l'émergence de prestataires à valeur ajoutée, notamment dans la maintenance, l'ingénierie ou le conditionnement. Les industries agroalimentaires voisines voient dans cette relance un signal encourageant, car elle montre qu'un modèle ancré dans les matières premières locales peut trouver une rentabilité inattendue. Pour décrire l'impact sur les populations, pour les citoyens, la portée est à la fois matérielle et symbolique. La réouverture promet des centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects, une perspective qui répond aux inquiétudes récurrentes liées au chômage et au manque d'opportunités. Elle réactive aussi un sentiment de fierté collective. Le discours insiste sur l'idée que l'usine appartient au peuple, que sa renaissance reflète leur résilience et leur volonté d'indépendance. La mise en avant d'une production 100% autofinancée nourrit cette dimension identitaire, car elle renvoie l'idée d'une victoire obtenue sans secours extérieurs. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme catalyseur symbolique, renforçant la cohésion autour de la relance. Pour décrire l'impact régional, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, la résurrection de SN Brafaso s'inscrit dans un mouvement de repositionnement plus large. Elle témoigne qu'un pays confronté à des pressions économiques, politiques ou sécuritaires peut tout de même raviver une unité industrielle bloquée depuis près de 20 ans. Cette réussite renforce la crédibilité des stratégies africaines de substitution aux importations et alimente les discussions sur la souveraineté productive. Elle envoie également un message clair aux partenaires régionaux. L'industrialisation ne dépend pas uniquement de capitaux extérieurs, mais aussi de la discipline institutionnelle et de la mobilisation populaire. Enfin, elle offre un précédent susceptible d'inspirer d'autres relances d'usines abandonnées dans la région du Sahel ou au-delà. Pour décrire le premier scénario, pour décrire le second scénario, pour décrire le dernier scénario, entre ces trois trajectoires, une recommandation émerge:
Observez moins les promesses et davantage les signaux concrets de coordination, car ce sont eux, cadence des livraisons, organisation des équipes, fiabilité des chaînes locales, et qui déterminent réellement la direction prise dans les 12 prochains mois pour s'adresser au premier groupe, pour s'adresser au second groupe, pour s'adresser au troisième groupe. Pour les 3 groupes réunis, une suggestion se dégage. Regardez l'usine non comme une fin en soi, mais comme un indicateur révélateur de la direction que prend un pays lorsqu'il investit dans sa propre capacité de transformation. La consolidation de SN Brafaso au cours des prochains mois dépendra d'un enchaînement d'actions structurées, chacune attribuée à un acteur clairement identifié. La première étape consiste pour la direction générale à établir un plan de production trimestriel aligné sur la capacité annoncée. Cette feuille de route doit préciser volume, besoins logistiques et cadence des opérations. L'indicateur principal sera la stabilité des livraisons et la régularité des séries de production. Une deuxième étape incombe aux équipes techniques chargées d'assurer un suivi préventif et correctif des équipements réhabilités. Les discours officiels insistent sur l'importance de la rigueur professionnelle et de la discipline dans la gestion quotidienne. La mesure de performance se concentrera sur le taux de panne, la réactivité des interventions et la continuité du fonctionnement des machines. Un troisième volet concerne les structures publiques liées à l'industrie. Elles doivent accompagner l'usine dans la formalisation des procédures réglementaires en veillant à la conformité et à la transparence. Le suivi se mesurera à travers le respect des contrôles, la fluidité administrative et la capacité à éviter les lenteurs autrefois responsables d'immobilisme. Une quatrième étape revient aux acteurs régionaux, autorités locales, transporteurs et réseaux de distribution. Leur rôle est de soutenir la circulation des produits, d'anticiper les ruptures logistiques et d'encourager l'intégration territoriale. Le rythme et la fiabilité des acheminements serviront d'indicateurs clés. Enfin, une cinquième étape dépend de la cohérence d'ensemble. Le discours attribue à Ibrahim Traoré l'impulsion initiale ayant permis la réhabilitation rapide. Son effet ne pourra se prolonger que si chaque acteur maintient une exécution disciplinée, mesurable et suivie. Le succès ne reposera donc ni sur un symbole ni sur un élan ponctuel, mais sur la capacité à convertir cette relance en trajectoire durable. Lorsque l'on revient mentalement aux premières images évoquées lors des phases techniques, celles des architectes, des ingénieurs, des superviseurs et des ouvriers mobilisés jour et nuit, un fil discret relie l'ensemble du récit. Ces silhouettes souvent invisibles dans les grandes cérémonies sont pourtant celles qui ont porté la transformation de SN Brafaso, participant à la conversion d'un espace endormi en une usine de nouveau vivante. Leur persévérance constitue le motif central qui revient en écho à ce moment de conclusion. La renaissance de l'usine ne tient pas uniquement à des discours, mais à ses gestes répétés, à ses heures accumulées, à ses opérations menées dans le silence des ateliers. Elle trouve aussi sa résonance dans la cohésion entre institutions, population et acteurs techniques, cohésion qui a permis d'effacer 17 années d'inertie. Le retour de ce site devient alors un symbole d'effort partagé dans lequel chacun retrouve une part de son engagement ou de sa patience. La trajectoire qui s'ouvre désormais ne se limite pas à l'histoire d'un bâtiment réhabilité. Elle renvoie à ce que peut devenir une ambition collective lorsque la vision politique, représentée ici par Ibrahim Traoré, rencontre la compétence concrète des équipes de terrain. La suite dépendra de cette alliance silencieuse. La force durable naît toujours des gestes constants. L'inauguration de SN Brafaso laisse derrière elle une impression persistante, celle d'un pays qui cherche à transformer ses ressources, ses savoir-faire et sa volonté collective en trajectoire durable. La scène vue à Kumsiliga rappelle que l'industrie n'est jamais qu'un assemblage de machines. Elle devient réellement signifiante lorsqu'elle s'inscrit dans la vie quotidienne, lorsqu'elle crée des emplois, lorsqu'elle ranime une région entière. Les discours, les gestes et les engagements entendus ce jour-là montrent qu'une usine peut incarner plus qu'un site productif. Elle peut devenir un lieu de cohésion, un espace où se projette une aspiration commune.
Pour ceux qui observent cette évolution, la question n'est pas seulement de savoir comment l'usine fonctionnera demain, mais aussi de quelle manière elle influencera les décisions locales, les pratiques économiques et la confiance des citoyens dans l'action collective. Votre regard, vos impressions et vos interrogations contribuent à enrichir cette réflexion partagée. Selon vous, quelle dimension de cette renaissance industrielle mérite d'être suivie en priorité dans les mois à venir ?